Bon, si on refait un petit peu le film, le déficit public français devait baisser cette année. C'est ce qu'on nous avait dit, c'est ce que le gouvernement démissionnaire nous avait dit. Mais non, une nouvelle fois, nos finances publiques, maintenant c'est officiel, vont déraper avec en ligne de mire, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, 5,6% de déficit public rapporté au PIB. Le gouvernement démissionnaire visait 5,1%. Et carrément, si on se projette un peu sans aucune mesure correctrice, on va carrément vers 6%, 6,5%. de déficit. Voilà où on en est. Bonjour Xavier. Bonjour David. Vous avez été un directeur principal de l'OFCE. Est-ce que c'est grave, docteur, ou pas, ce dérapage imprévu? Parce que moi j'ai regardé le juge de paix, on va attendre les agences de notation qui nous parleront sûrement en septembre, en octobre, mais les taux à 10 ans sur la dette française, on est à 3%. Donc pour l'instant, les marchés ne s'émeuvent pas plus de ces chiffres qui, facialement, sont quand même assez calamiteux. Alors oui, ils sont effectivement pas très bons. Le don pour l'euphémisme. Ils sont pas très bons, mais surtout ils indiquent quand même une... Enfin, c'est les mauvaises surprises qui sont quand même ennuyeuses. D'ailleurs, en soi, le chiffre, il n'est pas bon, mais il est quand même dans l'univers du gérable. On sort de la crise Covid, de la guerre en Ukraine, il y a eu beaucoup de soutien à l'économie. Il y a des dispositifs qui vont s'arrêter. Bon, la France, l'Italie se distinguent des autres pays européens, parce que dans les autres pays européens, on a vu des déficits qui avaient très sérieusement reflué, et après la crise Covid et la guerre en Ukraine. Là, non mais pardon, qu'on aille vers 6% de déficit public, oui, ça ne vous émeut pas plus que ça. Mais c'est surtout aussi le côté... Alors qu'on a 1% de croissance, c'est pas genre la croissance, hop, elle décroche, on va faire notre petit pourcent. Non maîtrisé de tout ça, qui est quand même aussi très ennuyeux, c'est-à-dire que il y a 9 mois, on anticipait un déficit en dessous de 5%. Aujourd'hui, on est à 5,6%. Et on est dans une situation budgétaire où effectivement, pour inverser cette dynamique, il va falloir faire des efforts sérieux. D'où vient le trou dans les comptes? Parce qu'on a entendu un peu tout et son contraire. Encore une fois, la croissance est là où elle devait être. On va faire notre pourcent de croissance, a priori, en France cette année. Et on a même plutôt une bonne surprise de ce point de vue-là, parce que, rappelez-vous, toujours il y a 9 mois, quand le gouvernement avait annoncé sa prévision de croissance à 1%, tout le monde avait dit le gouvernement est excessivement optimiste. On y sera, et on fera peut-être même un petit peu mieux. Avait dit cette prévision est absolument déraisonnable, et en fait, elle va être réalisée. Donc, plutôt une bonne surprise de ce côté-là. Alors, manifestement, les recettes fiscales rentrent moins bien. Impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, TVA, et aussi le gouvernement nous parle d'un dérapage des dépenses des collectivités qui hurlent en disant mais c'est pas vrai du tout. Comment on s'y retrouve là-dedans? On a un peu de mal à s'y retrouver. Alors il y a quand même un autre élément dans le paysage qui est un peu ennuyeux. C'est 16 milliards de dérapage des dépenses des collectivités locales. C'est ce flottement gouvernemental. Donc dissolution de l'Assemblée, si vous vous rappelez, avant l'été. Vaguement, 60 jours avec un gouvernement démissionnaire, donc une incertitude politique parce qu'il n'y a pas de majorité franche à l'Assemblée nationale, un président qui procrastine sur la nomination d'un gouvernement et qui peine à faire face aux échéances politiques, et puis on dit déjà, en fait il faut redissoudre l'Assemblée le plus tôt possible, dès que ce sera possible en fait, dans un an. Dans 10 mois. Donc une situation qui ne donne pas le sentiment, d'une situation sous contrôle, et puis deux, qui a fait que toute la procédure budgétaire habituelle, qui vise à être transparent, donc à informer le Parlement qui est souverain de l'état des finances publiques, de la stratégie des finances publiques, tout ça n'a pas été fait. Vous avez suivi les épisodes où Éric Coquerel et le président de la Commission des Finances... Charles de Courson. Et Charles de Courson... Charles Amédée de Courson. Réclamait à Bercy le tiré à part, ce document dans lequel sont indiquées les orientations communiquées au ministère, ou demander les informations sur l'état de la conjoncture budgétaire pour savoir qu'est-ce qui se passe et quel est le diagnostic de l'administration. On a beaucoup peiné à obtenir des documents qui probablement d'ailleurs ne sont pas, existent mais ne sont pas arbitrés politiquement, etc. Donc on est quand même dans le flou. Alors on a trouvé un coupable commode qui serait les collectivités territoriales, avec des dépenses qui augmenteraient de 16 milliards et qui expliquerait une partie du dérapage, une partie simplement, mais quand même une partie. D'où viennent ces 16 milliards, à quoi ils correspondent, c'est assez difficile à comprendre. On sait que ce n'est pas du côté de la masse salariale, puisque la masse salariale, elle est liée à l'indice de la fonction publique, et que là, on voit à peu près les évolutions qui ont été données. On n'est
pas dans un cycle électoral a priori, donc on voit mal des investissements très élevés. Les collectivités territoriales, je vous le rappelle, sont quand même soumises à des normes assez strictes en matière budgétaire, et donc doivent avoir un budget équilibré. Oui. Et donc, enfin, ce chiffre est pour le moment un peu compliqué à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que... c'est d'abord une question. Est-ce qu'il va falloir ou pas prendre des mesures d'urgence, quel que soit le Premier ministre qui sera nommé, que ce soit Cazeneuve, Bertrand ou un autre, ou est-ce qu'on peut laisser dériver? Parce qu'il y a plusieurs risques. Il y a le risque de faire naître de la défiance de la part des investisseurs. On a des partenaires européens. Jusqu'à présent, ils sont tellement conciliants avec nous, mais ça pourrait changer. Les règles budgétaires ont évolué. On laisse plus de temps aux États pour mettre un petit peu d'ordre dans les comptes. On doit présenter une copie à Bruxelles, c'est nos partenaires européens, avant le 20 septembre, pour expliquer comment la France va redresser ses comptes. Voilà, je veux dire... Là, il y a une urgence, au sens, effectivement, le Premier ministre qui va être nommé, il aura à peine eu le temps de prendre la connaissance des noms des membres de son gouvernement. Ça sera au nouveau Premier ministre de trancher. Bah, de trancher, ça va être compliqué de trancher, parce qu'il n'aura pas eu vraiment le temps de réfléchir. Et là, il trancher entre je laisse dériver... ou je prends des mesures correctrices. Bruno Le Maire parle de 16 milliards d'euros pour tenir les 5,1% de déficit public cette année. Je parle juste de cette année, même pas du projet de budget 2025. C'est même pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que le Premier ministre va notifier à Bruxelles la stratégie budgétaire, mais il notifiera une stratégie budgétaire dans laquelle il va annoncer que les comptes publics vont être... en tout cas, vont cesser de dériver et vont être progressivement normalisés et mis sous contrôle. Sans dire comment. En disant comment, mais bon, avec quelle crédibilité? Parce que par ailleurs, ensuite, il va falloir qu'il présente son projet de loi de finances au Parlement, fin septembre, début octobre, le premier mardi d'octobre, et que ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, ce Premier ministre qui va être nommé, dont on ne connaît pas le nom, quelle est sa capacité à faire voter le budget? Alors, la procédure budgétaire en France est telle que... Il y a deux choses, il y a 2024, Xavier, et 2025. Il y a les mesures d'urgence, Bruno Le Maire parle de 16 milliards d'économies. Mais ça sera dans le PLF qui va être présenté. Donc, ce seront des mesures qui vont opérer à partir de 2025. On peut pas prendre... Donc, sur 2024, on laisse dériver. Sur 2024... On finira à 5,5, c'est le chiffre, 5,6%. Très probablement. La seule mesure qu'on peut avoir, c'est d'annuler un certain nombre de crédits qui ont été gelés. Sachant qu'il va falloir faire la revue de ces crédits gelés et voir avec les utilisations qui en étaient prévues s'il est possible de les annuler, ce qui n'est pas toujours possible. Donc la marge de manœuvre sera probablement assez faible de ce côté-là. Et puis surtout, il y a les mauvaises nouvelles du côté des recettes qui vont arriver et on fera le bilan. Pardon, vous avez raison sur les recettes, Xavier. Pourquoi est-ce que l'impôt sur la société, pourquoi est-ce que la TVA, pourquoi est-ce que l'impôt sur le revenu rentre moins bien? On a dit parce que c'était l'inflation qui se tassait, c'est ça, au final? Il y a toute une série de mécanismes assez complexes. Dans l'impôt sur les sociétés, l'inflation joue. Et la TVA aussi. Sur la TVA, cela joue aussi. Il y a le fait que la croissance a été plutôt portée par les exportations. Ah oui. Et que ça génère moins de recettes fiscales que quand c'est porté par la demande intérieure. L'immobilier qui est en carafe, avec une chute des recettes fiscales liées aux droits de mutation à titre onéreux, qui elles aussi sont... les frais de notaire. Les frais de notaire, abusivement appelés les frais de notaire, mais on en a déjà parlé 1000 fois ici, qui sont aussi dans une conjoncture extrêmement mauvaise. On a un ensemble de choses qui correspondent à une situation assez exceptionnelle. Vous voyez, l'inflation et la variation très forte de l'inflation, en fait, a des conséquences sur les comptes des entreprises qui sont assez complexes et qui font que le calcul de la base fiscale, le calcul de l'impôt sur les bénéfices, donc le calcul des bénéfices, est difficile à anticiper. Est assez difficile à anticiper et puis ouvre la possibilité aux entreprises d'un certain nombre d'optimisations fiscales. Quoi qu'il en soit, dans ce qui nous attend, quel que soit le Premier ministre, il y aura des arbitrages politiques plus ou moins douloureux, plutôt plus que moins. Il y a des options, on se dit qu'il y aura un cocktail entre des coupes dans les dépenses, des hausses d'impôts. Je veux dire, voilà, il faudra trouver de nouvelles recettes. Ou est-ce qu'un nouveau gouvernement peut très bien laisser aussi filer sur 2025 le déficit pour aller jusqu'à 6,5%? Alors, tant que les marchés ne jouent pas la cote de... Les marges de manœuvre, elles existent du côté des dépenses, elles existent du côté des recettes. Il faut vous rappeler quand même que la politique des gouvernements précédents, poussée par le président de la République, Emmanuel Macron, a quand même été une politique de l'offre. On a procédé à 40 milliards d'euros de baisse de prélèvements sans financement.
Donc, d'une certaine façon, oui, quand on veut comparer... À la fois pour les particuliers, pour les... Alors, pour la prime d'activité... Moitié-moitié, c'était pour les impôts à la production, pour... voilà. Mais ces 40 milliards d'euros non financés expliquent en grande partie la différence de trajectoire entre la France et le Portugal, par exemple. Ça fait qu'on a aussi un taux de chômage à 7,3% et que le chômage n'est plus la priorité numéro 1 des Français. Certes, mais il se trouve que l'heure des comptes est arrivée et que maintenant, il va falloir assumer cette politique. Alors, on ne peut pas, vis-à-vis de nos partenaires européens, dire, en fait, on est négligent sur cette question et on laisse filer. Voilà. Par contre, on ne peut pas. On ne peut pas parce que c'est la parole de la France. D'abord, on a des engagements européens et donc on a signé un certain nombre de traités, de règles, et donc ces règles s'appliquent à nous. Alors, quand on déroule ces règles, on peut arriver à tout un processus politique qui peut aboutir à des sanctions, mais avant d'arriver à des sanctions, la pression par les pairs va être extrêmement forte. Donc la pression, elle vient d'où? Si elle ne vient pas vraiment de l'Europe? Alors ça, c'est la première pression, c'est de nos partenaires européens. La deuxième pression, en fait, elle vient indirectement de la Banque Centrale Européenne. Vous avez évoqué les marchés financiers, mais en fait... Pour l'instant, pourquoi ils ne réagissent pas plus que ça? Parce que en fait, ce n'est pas eux qui mettent la pression. Ceux qui mettent la pression, c'est la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tant que la Banque Centrale Européenne dit « whatever it takes », elle ne le dit pas. Tant qu'elle ne dit pas le contraire, du whatever it takes, tant qu'elle ne dit pas la situation de la France est préoccupante et nous ne pouvons pas assurer... C'est pas son rôle de dire ça. C'est pas son rôle. Pour les plus faucons en Europe, si, c'est son rôle justement. Parce que c'est ça la véritable sanction. Donc tant que la sanction n'a pas par de les marchés financiers, désagréable à l'égard de la politique budgétaire de la France, implicitement elle soutient la politique budgétaire de la France, et donc aucun acteur sur les marchés financiers ne se risquera à parier... Il faut laisser dériver les comptes dans ces cas-là. Alors, jusqu'au moment où les faucons auront encore plus de voix, et où la Banque centrale lèvera un sourcil. Le jour où la Banque centrale lève un sourcil, là, la curée est lancée. Et les conséquences de cette curée vont être assez importantes. Mais ce n'est pas notre seul problème, David. Notre problème, c'est qu'en plus, on est dans un contexte politique où il y a un risque qu'un gouvernement propose un plan de redressement budgétaire ne soit pas voté, censuré, que vous trouverez parfaitement raisonnable et tout à fait conforme, voire même plutôt accommodant par rapport aux règles européennes, etc. Le faire passer en 49.3, motion de censure, blocage politique avec qui prend la suite, un gouvernement qui promet de revenir sur ce budget ou de le corriger. Donc c'est une bombe à retardement, ce dérapage des comptes publics. C'est une situation, politique très difficile à gérer dans un contexte où on peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas de cap. Ce qui peut pousser nos partenaires européens à vouloir sonner la fin de la récréation. Parce que, ils vont nous regarder en disant « Ok, on a bien compris que vous étiez dans une situation politique difficile, mais on va vous rappeler aux réalités. » Qui va payer l'addition, pardon, parce que c'est important, on s'est posé la question, puis il nous reste peu de temps. Qui va payer l'addition? Quel que soit l'ajustement, quelle que soit l'austérité, les efforts en termes d'économie sur la dépense publique, en termes de recettes fiscales, tout le monde va leur payer un peu l'addition? Ça dépendra dans les clous. Ça dépendra des choix du gouvernement. Il y a plein de candidats potentiels à qui peut payer l'addition. Le problème, c'est que quand on fait des mesures dans l'urgence, sous la pression, sans une capacité à pouvoir élaborer des consensus, probablement on va faire payer des gens et on jugera ça injuste ensuite. On ne fera qu'alimenter le dissensus politique. C'est un peu la difficulté. Ça a réitéré les erreurs de ce qu'a fait la France, notamment sous François Hollande, qui avait commencé sous Nicolas Sarkozy aussi, post-crise des dettes souveraines en 2011-12. Où on avait trop... Le contexte est un petit peu différent parce que le post-crise en 2012, l'erreur de politique économique qui avait été une austérité excessive, elle était faite en Europe. Tous les pays européens. C'est vrai. Là, aujourd'hui, dans un contexte un peu différent parce que la France et l'Italie se distinguent et ont retardé en fait ces mesures correctrices qui ont déjà été prises depuis assez longtemps dans les autres pays. Donc on est dans un contexte un peu différent. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment imaginer le même scénario. Mais par contre, on est dans un moment de dissensus politique qui est extrêmement fort. Et quand il va falloir choisir qui paye, l'acceptation de qui paye risque d'être très très difficile. Vous écartez, on finit là-dessus, Xavier, un risque de crise sur la dette, de grande défiance des investisseurs français et étrangers sur la dette française? Oui, je pense que là, il faut vraiment écarter ce scénario. Encore une fois, la chose à veiller, c'est l'état d'agacement des partenaires européens
et aujourd'hui leur véritable bras armé en matière de sanctions, qui est la Banque Centrale Européenne. Et c'est ça qu'il faut regarder. Les déclarations de Christine Lagarde seront décisives sur ces questions. Tant qu'elle ne dit rien, tout va bien, de ce point de vue-là. Allez, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Ouais, allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci, vous avez une très belle montre. Chapeau.